Tout cet été, avec les technos, on vous propose de découvrir des personnages dont on parle, dont on évoque l'existence de temps à autre dans l'un ou l'autre de nos épisodes. Ici, c'est peut-être un petit peu moins le cas, il faut bien le reconnaître. Malgré tout, c'est quelqu'un qui compte quand on parle de technologie et de l'histoire de la technologie. Xavier, bonjour. Tu as décidé de nous parler de qui? J'ai décidé de parler de Léonard de Vinci parce que c'est quelqu'un qui, même si ça fait déjà un petit temps, a laissé une grande empreinte dans beaucoup de secteurs, dont les nouvelles technologies, puisqu'il a été inventeur de beaucoup de solutions ou a amélioré pas mal de choses existantes, dont certaines techniques ont été seulement mises en œuvre il y a peu de temps. C'est ça. Donc il a eu un point de départ, Léonard de Vinci, et puis derrière une transformation par d'autres par la suite, parce qu'il est peut-être trop en avance sur son temps et qu'il n'avait pas tous les éléments pour aboutir. Oui, tout à fait. Il a fait vraiment énormément d'écrits. Il y a 13 000 pages d'écrits qui ont été faits avec des croquis et des textes. Il avait transmis ça pour publication. Tout n'a pas été publié. On découvre des choses comme ça encore de temps en temps. Mais voilà. Il vient d'où? Qui est-il? Alors, Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 d'une relation illégitime entre un notaire qui était descendant d'une grande famille de notables à Florence, en Italie, et d'une fille de paysanne qui était dans un petit village, Vinci, pas loin, à 2 km de Vinci. D'accord. D'où son nom. D'où son nom. Voilà. Et, il a grandi pendant 5 ans avec sa mère, et puis il est retourné dans la famille de son père, où il a été notamment élevé par son oncle, qui a eu un grand impact sur son éducation, et qui lui a appris l'importance de l'observation de la nature. Et l'observation de la nature est un des points clés sur tout ce qu'a découvert Léonard de Vinci, parce qu'il s'est vraiment inspiré sur tout ce qu'il observait, et tout ce qu'il a pu pratiquer, plutôt que vraiment sur l'aspect théorique des choses. D'accord. Ensuite, il a été fort livré à lui-même et il a appris l'arithmétique, qui était destinée à être utilisée par les artisans, les commerçants, malgré qu'il n'ait pas fait de grandes études. Et ça, on peut le voir aussi à cause de toutes les fautes d'orthographe, de grammaire qu'on peut retrouver dans ses écrits. Ouais. Et ces écrits qui ont la particularité d'être écrits de façon miroir. Donc il a une écriture spéculaire, donc il écrit, pour pouvoir lire ses écrits, il faut un miroir. On a cru à un moment que c'était pour compliquer la tâche de la lecture, mais en fait c'est plutôt parce qu'il est ambidextre, mais il écrit de la main gauche. D'accord. Un vrai gaucher. Et pour sans doute éviter les traces d'encre, les taches, il écrivait de droite à gauche avec la main gauche, et donc on peut lire ça avec un miroir. Donc c'est une particularité du personnage. À 17 ans, il devient apprenti dans un des plus grands ateliers de l'art de la Renaissance. Et son patron lui apprend les bases de la chimie, de la métallurgie, du travail du cuir, du plâtre, de la mécanique, de la menuiserie, le travail du dessin, la peinture, la sculpture, le travail du bronze. Donc il a vraiment eu une formation qui touchait un petit peu tous les secteurs. Il est très connu pour sa peinture et ses sculptures, mais il a touché vraiment à tout. Il a appris également l'algorithmique, et à 20 ans, ses premières œuvres se font remarquer et il se déclare lui-même comme ingénieur à 25 ans. Il a été condamné également, ça c'est une petite anecdote, pour avoir eu une relation et pratiquer la sodomie. Il a été emprisonné pendant 2 ans. Il est sorti de prison parce qu'il y a un notable qui est sans doute intervenu pour le faire sortir. Et à 26 ans, il décide de quitter son maître et parce qu'il le dépasse dans toutes les matières. Son activité en tant qu'artiste prend pas mal d'ampleur à ce moment-là. Et à 40 ans, il commence à réfléchir sur des projets qui sont plus techniques, militaires. Il améliore par exemple les horloges, le métier à tisser, les grues. Il travaille beaucoup sur tout ce qui est lié à l'eau. Et il crée une académie qui portera son nom et où il y enseigne tout son savoir. Ensuite, il est engagé comme architecte et ingénieur militaire par les Vénitiens, où il est engagé notamment pour essayer de défendre, fabriquer des solutions pour défendre la ville. Et il travaille beaucoup sur des recherches de projets hydrauliques à Florence.
À 50 ans, il commence à étudier le vol des oiseaux, pour lequel il est très connu, et ça aboutira d'ailleurs sur des inventions au niveau aéronautique. Et il commence la Joconde, qui est une de ses œuvres les plus connues avec la scène. On a peine à croire qu'à 50 ans déjà, à cette époque-là, on est déjà un vieillard, hein, si je dis pas de bêtises, et qu'on arrive quand même à mettre tout ça dans une vie, c'est assez impressionnant. C'est énorme. Bon, moi, je vais pas évoquer tout ce qu'il a fait. On va se concentrer un peu plus sur l'aspect technique et tout ça de son parcours, mais il a vraiment eu un savoir qui touche un petit peu tous les secteurs et tout ce qu'il a pu observer. On peut pas ici en 10 minutes parler de tout ce qu'il a fait de toute façon. Quelques points marquants entre guillemets de sa carrière et de ses recherches, ses trouvailles. Donc, comme je l'ai dit, il a fait 13 000 pages d'écrits et de dessins. Un des secteurs qu'il affectionnait particulièrement, ce sont les sciences, où il a abordé par l'observation, et il est arrivé à faire des conclusions qui sont souvent fort éloignées de ce qui est reconnu ou ce qui est enseigné. Donc, parce qu'à cette période-là, par l'observation, il a réussi à avoir des théories parfois en contradiction avec ce qui était enseigné, et c'est comme ça qu'il a pu avancer aussi sur certains secteurs. Ses études les plus connues, comme je l'ai dit, concernent le vol, le mouvement de l'eau, et il a eu une définition assez importante de tout ce qui est perspective justement liée à l'observation, où qu'il a défini en 3 points. Donc il y a la perspective linéaire qui est en rapport avec le fait que quand on s'éloigne de l'objet, l'aspect diminue. Il y a la perspective des couleurs, c'est l'atténuation des couleurs aussi avec la distance, et puis la perspective d'effacement, c'est le niveau de détail qui disparaît avec la distance. Donc il a fait des définitions comme ça. Il a étudié également la mécanique, l'optique, la chimie, il a même pratiqué l'alchimie, et puis il s'est lancé dans un autre secteur aussi, qui est la médecine et l'anatomie. On connaît tous le dessin de l'homme de Vitruve, mais il a fait des dessins où il a beaucoup étudié tout ce qui est en rapport avec les muscles, les tendons. Il a disséqué des cadavres, mais c'était des cadavres de criminels, parce que alors c'était pas grave. Évidemment, oui, mais en gros, la religion à l'époque avait quand même une certaine importance, et donc il ne pouvait pas tout faire au risque de se faire épingler. Et il a travaillé dans des conditions qui sont très difficiles, puisque à l'époque il n'y avait pas la même facilité pour conserver les cadavres, pas le même niveau d'hygiène. Mais il a grâce à ça dessiné de nombreux squelettes, par exemple des os, le cœur, des organes, avec des niveaux de détail qui sont assez étonnants pour l'époque. Et avec son talent artistique, il arrivait bien à le retranscrire. Il a également étudié l'effet de l'âge, par exemple, sur le corps. Et puis, on peut passer à tout ce qui est ingénierie, invention, pour ne citer que quelques exemples. Donc, il est très connu pour avoir inventé, par exemple, des points comme l'avion, l'hélicoptère. Donc, il a fait un hélicoptère qui a une espèce de vis qui tourne. Une spirale comme ça. Une espèce de spirale qui est voilà, donc, on voit des reproductions de ces maquettes, d'ailleurs, dans certaines expositions. Tout à fait. Il a inventé par exemple le sous-marin, même jusqu'à certains points l'automobile, mais très peu de ces projets ont été réellement créé ou réalisé pendant de son vivant. Il a transmis toute son œuvre quand il est décédé à ses 67 ans, si je ne me trompe pas. Il a légué tout à un de ses disciples les plus fidèles, qui travaillait avec lui depuis 10 ans, dans le but justement de publier tout ça. Mais ça n'a pas été fait comme il l'espérait, mais bon, on a quand même une trace de tous ses écrits. Il a fait par exemple aussi un scaphandrier militaire, donc dans le but de pouvoir se déplacer sous l'eau. Ça n'a jamais été testé, et on sait que comme d'autres projets, ça n'aurait pas été très efficace. C'était plus une idée, une projection d'une idée que quelque chose de vraiment complet. Il s'arrêtait pas toujours sur la faisabilité des choses, mais il a lancé pas mal d'idées comme ça, juste à l'observation de la nature. Il a fait par exemple un parachute. Donc il a inventé un parachute en forme de... J'ai une araignée oui, c'est ça. Qui me monte dessus. Maintenant, c'est sur moi. Partageons nos araignées, il n'y a pas de souci. Mais on sait par exemple que le parachute se serait effondré sur lui-même, que l'hélicoptère qu'il a inventé tournerait sur lui-même, n'aurait probablement pas décollé. Mais il a
par exemple fait encore d'autres carnets sur l'énergie solaire, la calculatrice, la double coque, le roulement à billes. Donc il a été vraiment un précurseur dans beaucoup de domaines et plusieurs choses ont été réalisées bien des années après. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a écrit tellement de choses, il a dit tellement de choses, il a modélisé sous forme de maquettes énormément de choses, qu'à un moment donné, il y avait de fortes chances pour qu'il tombe juste à un certain moment. C'est un peu comme Nostradamus quelque part, non? Il y a un peu de ça, non? Oui, mais bon, il a travaillé dans beaucoup de secteurs, mais même s'il a posé des idées comme ça, il a quand même cherché à avoir un certain réalisme dans ce qu'il proposait, parce qu'il observait le mouvement, il regardait comment fonctionnaient les choses. Mais c'est vrai qu'il a par exemple peu étudié la propulsion. Donc dans ses inventions plus techniques, il aborde l'aspect général des choses, mais par exemple il laisse un peu de côté tout ce qui est propulsion. Il laisse beaucoup de choses pour les scientifiques d'aujourd'hui, dans l'histoire. C'est quelque chose qu'on aime remettre en avant régulièrement. C'est pour ça qu'il y a des expositions régulières sur ces travaux divers et variés, parce qu'ici on n'a pris qu'une partie, tu le disais, parce qu'on pourrait parler de l'aspect artistique du personnage, qui était quand même très complet aussi. Oui, il a été très très grand artiste. Il était premier peintre du roi de France, il était premier ingénieur du roi de France, premier architecte. Au niveau des œuvres, il a fait des sculptures qui impressionnent encore aujourd'hui au niveau du travail du bronze, par exemple. Donc oui, c'est assez impressionnant parce qu'on le disait déjà, on était vieux plus tôt, un peu plus jeune, j'ai envie de dire, à cette époque-là. Mais en plus de ça, les distances n'aidaient pas. Il fallait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour aller d'un point à un autre, d'Italie en France, par exemple, et des choses comme ça. Donc ça ne devait pas simplifier le travail du personnage. Donc remettre ça en perspective aujourd'hui, s'il existait, s'il y avait un Léonard du 21e siècle, on peut se poser des questions sur ce qu'il produirait. Qu'est-ce qu'il pourrait inventer maintenant? C'est un des hors-séries que nous vous proposons durant cet été, ici avec Xavier. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre podcast via les applications de podcast habituelles. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. Bonnes vacances. Au revoir. Salut.